Salut les noobs, c'est Michael. J'adore votre émission. Mais Siri, qu'est-ce que tu fais dans la peau de Michael Jackson? Maître, vous m'avez reconnu? Évidemment que je t'ai reconnu. Comme ce soir nous avons la chance d'avoir sur le plateau une star internationale, je voulais me la péter. Est-ce que je peux rester en Michael? Oui, tu peux rester en Michael, Siri, évidemment. Donc, vous l'attendez tous. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir le seul et l'unique John McLaughlin. Bonsoir, John. Bonsoir, ça va bien? Bonsoir. Alors, faut bien parler dans le micro bien fort. Ouais, Bonsoir. Tout va bien. Tout va bien? Eh ben, voici le temps de lancer le générique de l'émission Noobs Live, l'émission pop culture qui ne se prend pas la tête, c'est maintenant. Je suis ton père. Well, but there is one more thing. C'est démodé, ridicule et pas de notre époque. Allô? Non mais allô quoi. olympique devant la Russie et les États-Unis. Vous écoutez Noobs.live, le podcast pour les noobs. Salut les noobs sur Facebook, sur YouTube, sur Deezer et sur iTunes en replay. Et bonsoir au public du Movie Bar Club du Cap Cinéma de Cannes-sur-Mer. Ce soir, nous avons la chance d'avoir un des guitaristes les plus énormes, et je ne parle pas de son poids évidemment, des plus énormes au monde. Et croyez-moi, quand il démarre, il est dur à suivre, surtout quand on a une caméra pour le filmer. Petit clin d'œil. Alors évidemment, nous parlerons musique avec toi, John, ce soir, mais nous allons aussi essayer de faire découvrir à tous les gens qui nous suivent une facette que vous connaissez moins. Je parle de spiritualité et de méditation. Et oui. Donc, grosse émission ce soir, avec de petites surprises tout au long. Alors restez bien jusqu'au bout et n'oubliez pas que vous pouvez réagir pendant toute la durée de l'émission en postant des commentaires sur Facebook. Et si vous êtes ici au Movie Bar Club Cinéma ce soir, vous pourrez interagir avec notre régisseur Vroom qui est ici et il viendra me remonter vos questions le moment venu. Et pour commencer le sommaire de l'émission avec moi, je vous demande d'applaudir Nadra. Nous commencerons par un petit historique de Johnny B sur John MC, suivi d'une courte interview. Puis ce sera au tour de Christ, notre monsieur cinéma, de venir nous parler de Ghost in the Shell, un film qui parle justement de spiritualité et qui en plus est encore en salle. Caro, ma copine, la sportive de l'équipe, nous parlera de yoga. Et je pense que ça va plaire à monsieur John et à madame Ina. Philippe Leroy, l'écrivain himself, viendra nous parler non pas d'un, mais de 3 livres. Et oui, il est comme ça, Philippe. Nadra, la fashionista de l'équipe, nous parlera de vêtements de méditation et de look baba cool. Notre international Fred viendra avec des gossips et tous les potins de ces 15 derniers jours. Et nous terminerons l'émission avec des questions du public. Alors évidemment, entre chaque chronique, je poserai des questions à Maestro, évidemment. Est-ce que ça te va, John, pour le thème de l'émission du soir ? Évidemment. Évidemment. Ouf, heureusement. Je vais pouvoir lancer le jingle de l'interview. Alors, on va faire un petit historique, pas trop pointu non plus, parce qu'on est les noobs et que les noobs aiment bien apprendre, mais sans trop se prendre la tête. Alors, enfant en Angleterre, tu as écouté beaucoup de musique classique, de blues, de flamenco, de musique indienne et de jazz grâce à tes frères qui étaient plus âgés. Tu as appris la guitare en autodidacte en essayant de jouer sur des disques que tu écoutais. Puis tu as commencé par jouer dans différents groupes de R&B. Alors R&B, c'était rhythm and blues à l'époque, évidemment. À 18 ans, tu côtoies John Paul Jones, à qui tu enseignes l'harmonie jazz. Tu montres des plans de guitare à Jimmy Page. Les deux formeront un petit groupe après qui s'appelle Led Zeppelin. Musicien de studio, tu as enregistré pour des petits jeunes de l'époque. On est en 1964. Est-ce qu'on a un extrait, Fred? Oui? On balance l'extrait. Attention, l'extrait arrive. Tu as évidemment, en parlant de Rolling Stone, tu as aussi côtoyé les Beatles. Et là vient ma première question. Est-ce que c'est à cette époque que tu as rencontré George Martin, avec qui tu feras un album 10 ans plus tard? Oui. Tu parles de l'époque 66, 75, 67. Voilà. Au moment où j'étais un requin de studio, à l'époque, la musique de pop s'explosait en Angleterre. Il y avait Carnaby Street, The Beatles, The Stones, Jerry and the Pacemakers, and all of that. Et puis,
George Martin, il était un producteur de EMI, à Abbey Road. Eh oui, tout à fait. Donc, évidemment, l'un des albums des Beatles, l'un des plus grands albums d'ailleurs. Et George, mais il produisait davantage d'autres groupes. Et il y avait un groupe, surtout, c'était un duo, Peter and Gordon. D'accord. Et pour tous leurs enregistrements, il m'appelait. Ah, bah ça c'est cool. Et donc c'est comme ça que vous avez fait connaissance. Je l'ai connu comme ça, et puis au fur et à mesure... Vous avez continué, etc. Oui. Alors on continue. À la fin des années 60, tu quittes l'Angleterre pour habiter les États-Unis. Tu jammes toute une nuit avec Jimi Hendrix, monsieur. Mais surtout, tu rencontres et tu joues avec Miles Davis. On a un petit extrait, il me semble. Alors, ce sont des petits extraits parce que sinon, on est coupé sur Facebook. C'est des tout petits extraits. C'est un peu trop petit. Donc, d'ailleurs, Miles Davis, c'est lui qui te dit qu'il est temps que tu formes ton premier groupe. Et donc, en 1970, tu lances le groupe Mahavishnu Orchestra. Petit extrait. Petit extrait encore, évidemment. Siri me parle dans mon oreillette. Siri, arrête s'il te plaît 2 secondes. Oui, tu peux poser une question à John. Oui, Siri, vas-y, pose ta question à John. John, comment t'es venu ce nom, Mahavishnu? John, il est quand même terrible. Hein. Enfin, John, non, Siri. C'est Siri. Oui, mais c'est Siri qui voulait se déguiser en Michael. Non, j'adore Michael. Je sais, c'est pour ça. J'ai eu ce nom, Mahavishnu, au moment où je suis devenu un disciple d'un gourou indien qui habitait à New York. Je l'ai rencontré en 70 et puis pendant 5 ans, j'ai fait des études de méditation avec lui. Et, oui. Et puis en 71, il m'a accordé ce nom, Mahavishnu. Mahavishnu, ça veut dire en anglais ou en français grand Vishnu. Maha, ça fait grand. Comme Mahatma Gandhi, Mahatma Great. Ça veut dire grand. Grande âme Gandhi. Ok. Maha, Vishnu. Vishnu, c'est l'un des dieux du panthéon hindou. Il y a Brahma, Vishnu, Shiva. Et grand, c'était par rapport à ta taille? Non. C'est une petite blague. Le ventre. On enchaîne. Nous sommes donc au début des années 70 et c'est vrai que pour les gens qui n'ont vécu cette période qu'à travers la musique et qu'à travers les films, on a l'impression que les drogues faisaient partie intégrante d'une sorte de spiritualité globale. D'où ma question suivante. Est-ce que c'est avec Mahavishnu Orchestra que tu as eu tes premières expériences spirituelles? Alors, tu viens un peu de nous répondre justement avec le gourou. Mais c'est quoi une expérience spirituelle? C'est pour ça que c'est petite question. C'est une question un petit peu, oui. Alors, en fait, c'est là que tu as pris conscience de ton corps, de ton esprit, du fait qu'il fallait alimenter le corps autant que l'esprit. Non, parce que le mot spirituel, c'est tellement ambigu. D'ailleurs, je ne suis pas un fan de ce mot spirituel. Ça veut dire quoi au juste? Parce qu'on est tous, chaque être le conduit de l'esprit, le grand esprit. On l'ignore ou on l'accepte. C'est ça, souvent on l'ignore en fait. On le cultive. Donc tout le processus de méditation, c'est de la cultivation de ce conduit de l'esprit. Mais spirituel, on est tous spirituels. Chaque être est spirituel. Mais tu as pris conscience de ça quand tu étais avec Mahavishnu Orchestra, du moins ça s'est... Non, ça a démarré bien avant, mais dans notre autre contexte, disons, expérience spirituelle, non, c'était pas une expérience spirituelle parce que qu'est-ce que c'est une expérience spirituelle? Je ne sais même pas répondre. C'est-à-dire faire la méditation, par exemple? Mais non, bien avant, parce que surtout en 66, 67, où on se tapait le LSD, et ce sont ça révèle d'autres niveaux de conscience. Parce que à la fin, il n'y a que ça que nous avons, que nous ayons. C'est-à-dire les niveaux différents de conscience, parce que quand on change de niveau de conscience, on perçoit
la vie différemment et les choses différentes qui, auparavant, n'existaient pas. Et donc tu veux dire que c'est par rapport aux années... Donc, C'est à cause de ça. à cause du LSD alors. Au bout d'un an de ça, je me suis bien rendu compte que si je voulais changer mon niveau de conscience, il fallait juste arrêter et commencer à pratiquer d'autres manières de changer le niveau de conscience. Par exemple, la méditation ou le yoga. La méditation, Voilà, donc j'ai démarré en 66. 68. D'accord. Ces deux chemins. Alors, en parlant justement de prise de conscience de son corps et de son esprit, Chris va venir nous rejoindre, à nous parler du dernier film qu'il a vu. Et je suis à peu près sûr qu'il n'était pas drogué en allant voir le film, puisque j'étais avec lui. Ce film, c'est Ghost in the Shell. Attention, Chris, jingle. Je suis ton père. Cinéma. Eh ben parfait. Bonjour John, déjà enchanté, ravi de vous recevoir. Alors il y a 2 John en plus ce soir, donc ça va être un peu compliqué pour moi. Alors je crois qu'il y a Johnny B, c'est ça? Et Johnny B. Good. Okay. Ça va être très bien pour moi. En plus, il a son jingle, c'est magnifique. Alors, quand John il m'a parlé de la thématique de ce soir, centrée autour de la spiritualité, de la philosophie zen, en fait, je fais une chronique cinéma normalement et je dois parler des films qui sont en ce moment à l'affiche. Alors, j'ai regardé le programme du cinéma et là, je dois vous dire que ma première réaction, ça a été « et merde », parce que sincèrement, des choses très spirituelles en ce moment au cinéma, il faut les chercher. Alors j'ai continué à regarder un peu mon programme et à un moment je suis tombé, j'ai quelque chose qui a attiré mon regard, une image de Scarlett Johansson, je ne sais pas pourquoi. Et du coup je me suis dit, tiens, je tiens mon sujet, on va parler de Ghost in the Shell. Alors on va pas se mentir, Ghost in the Shell, de la philosophie dedans, vous en trouverez assez peu parce que c'est un pur produit d'Hollywood. C'est le film qui est en ce moment au cinéma. Comme c'est malheureusement devenu la règle dans la science-fiction, je ne sais pas si vous aimez la science-fiction de base. Voilà. Aujourd'hui, dans la science-fiction, on va trouver essentiellement beaucoup de films d'action, très divertissants, souvent particulièrement esthétiques, mais avec très peu de profondeur. Et j'ai pas envie de faire mon vieux con, mais pour moi... Vas-y, fais-le pour nous. Je trouve que l'époque des Blade Runner, Minority Report, 2001, Odyssée de l'espace, Bienvenue à Gattaca, Matrix, L'Armée des Douze Singes, etc. Et plein d'œuvres mythiques dans lesquelles de vrais auteurs n'hésitaient pas à adresser des problématiques complexes à un public qu'ils estimaient suffisamment intelligent pour les comprendre. Alors aujourd'hui, on en a encore quelques-uns qui osent faire ça. On a des gens comme Christopher Nolan, on a des gens comme Denis Villeneuve, et un petit club fermé de cinéastes intègres pour qui la science-fiction n'est pas juste un divertissement destiné à abrutir les masses. Alors aujourd'hui, sinon, on simplifie les problématiques, on limite les enjeux et surtout, on donne dans la fin barbe à papa pour que la ménagère de moins de 50 ans puisse bien dormir en rentrant le soir à la maison après la séance. Mais il ne faut pas oublier qu'avant d'être récupéré et prémâché par Hollywood, le fameux Ghost in the Shell, donc en ce moment au cinéma, c'est d'abord un univers créé en 1991 au Japon, dans un manga par un certain Masamune Shirow. Voilà, ça ressemble à ça. Et oui, un manga qui se lit donc de droit, en commençant par la fin. Japonais, tout à fait. Et c'est aussi une superbe version d'animation qui a été réalisée en 1995 par un certain Mamoru Oshii, un univers particulièrement riche, hautement philosophique, c'est pour ça que ça devient intéressant, et qui nous fait le plaisir de ressortir en ce moment en DVD dans une version Blu-ray Collector. Alors pour se remettre dans le contexte de ce qu'on va dire, il faut se rappeler que tout ça, ça a été écrit au début des années 90, à une époque où la première page Internet venait d'être mise en ligne et elle ressemblait à ça. Voilà, le page web à l'époque. Internet dans les années 90. Exactement, la première page. À une époque où les téléphones portables étaient présentés comme des objets de science-fiction et ils ressemblaient à ça. Et à une époque où la coupe de cheveux des gens cool, elle ressemblait à ça. Ah, on dirait Vroom. Alors voilà pour le contexte. Pendant ce temps, donc, Masamune Shirow, il imaginait l'année 2029, un monde dans lequel les humains sont devenus interconnectés dans un vaste réseau informatique qui imprègne tous les aspects de leur vie. Les individus ont de plus en plus tendance à vouloir améliorer leur corps et leur cerveau. Ils se font ajouter des implants cybernétiques et surtout les premières intelligences artificielles dépassant les capacités humaines font leur apparition. Et alors, la frontière entre les humains et les machines devenant de plus en plus fine, on invente alors un concept qu'on appelle le ghost, d'où le titre. Et donc, c'est un terme qui désigne la conscience individuelle, et donc c'est ce qui différencie un être humain d'un robot biologique. On pourrait appeler ça l'âme si on voulait faire simple. Et du coup, quelle que soit la quantité de matériel biologique remplacé par de l'électronique ou de la mécanique, tant qu'un individu conserve son ghost, il conserve son humanité et son individualité. Oui, mais voilà. D'où la question, dans un monde où l'intelligence artificielle a atteint un niveau tel qu'il devient impossible de la différencier de l'esprit humain, quand les êtres humains fusionnent avec des machines, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'être humain ? Et donc, Shirow propose quelque chose de très intéressant.
et ça vous le verrez pas dans le film avec Scarlett Johansson, c'est une critique frontale du modèle de la philosophie contemporaine occidentale, le dualisme, qui veut séparer l'esprit et le corps, en disant que l'esprit c'est une substance immatérielle qui est distinct du corps physique. Alors que Shiro lui propose une autre lecture qui serait de dire que finalement l'esprit ou l'âme serait un phénomène qui apparaîtrait dans tout système à un certain niveau de complexité et serait donc intimement lié à son contenant ou à son incarnation. Donc en gros, notre esprit ne serait pas séparable de notre corps et du coup, ça propose... C'est la critique qu'il fait dans son bouquin. Alors évidemment, c'est difficile de résumer la complexité de cette œuvre en quelques minutes. Mais ce qui est intéressant, c'est que si on se rappelle et si on regarde l'actualité, il y a quelques jours, Elon Musk, un des plus gros patrons de la Silicon Valley, a annoncé qu'il travaillait sur un implant cérébral. Alors Elon Musk, pour rappeler, hein, c'est la personne qui Tesla et les fusées. Tesla et les fusées. SpaceX, exactement. Et donc il a annoncé qu'il travaillait sur un implant cérébral qui permet à l'homme de communiquer directement avec un ordinateur. Donc on connecte le cerveau à l'ordinateur et qui permettrait à long terme de décharger ses pensées sur celui-ci pour pouvoir les stocker. Alors, si vous voyez un peu le rapport, voilà. Donc, on comprend mieux comment, il y a 30 ans, quelqu'un comme ça posait exactement ces questions-là et nous pose les questions de notre humanité. Alors, je crois que vous avez compris l'idée. Comparer le Ghost in the Shell qui est actuellement en salle à l'œuvre originale de Masamune Shirow et de Mamoru Oshii, c'est un peu comme comparer un Coca Light et un whisky japonais de 25 ans d'âge. Dans le premier, vous aurez un bon goût sucré, de l'aspartame et en bonus, les lolos de Scarlett Johansson, voilà, ça, c'est pas ça. Et dans l'autre, vous aurez un univers, une histoire, un supplément d'âme et surtout, vous en ressortirez plus intelligent. Alors, si c'est des problématiques qui vous intéressent, je vous recommande aussi une série télé, parce qu'en ce moment, la série télé, c'est un peu devenu le lieu de subversion que le cinéma peine de plus en plus à être. Et donc, je vous recommande Westworld, une série qui a été diffusée sur HBO, qui passe en ce moment sur OCS et Canal+ en France, et donc qui va disserter sur ces thématiques d'intelligence artificielle et d'humanité avec beaucoup d'intelligence. Voilà, donc pour résumer, pour se vider la tête joliment en ce moment, sans trop réfléchir. C'est un bon film malgré tout, voilà. qui est joli. Je te laisse le propos de ce que tu dis. On va aller voir Ghost in the Shell de Rupert Sanders. Et si on veut se remplir un peu la tête ensuite, on va regarder la version originale et on achète le Blu-ray donc de l'animé réalisé en 1995 par Mamoru Oshii. Voilà. On applaudit Chris. Alors John, est-ce que ça te donne envie d'aller voir le film ? Ou en tout cas de lire l'œuvre peut-être Oui, c'est intriguant. C'est intriguant, non mais... Oui. C'est vrai, le film, quand même, je pense que le film est intéressant, ne serait-ce que si tu as aimé Blade Runner, c'est un film qui reprend toute l'esthétique de Blade Runner. Donc c'est un univers futuriste, c'est très très bien fait, très beau, très bien réalisé. Après, c'est vrai que l'histoire est très simplifiée, donc faut pas y aller en se disant qu'on va trouver exactement la même chose que l'œuvre. Voilà. Mais c'était un peu noir, n'est-ce pas, Blade Runner, c'était un peu noir. Là, mais le problème, peut-être, c'était un peu prophétique. Avec le monde actuel. Et tu sais qu'il y a une suite. Il va y avoir une suite bientôt. Ombres, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, on revient, John, sur toi. Et donc, on était en 70. Donc là, maintenant, on est en 72. Tu fais un album avec Carlos Santana qui s'appelle Love, Devotion, Surrender. En 1975, alors je fais vite, hein, évidemment. En 1975, tu formes avec Zakir Hussain le groupe Shakti. Est-ce qu'on a un extrait, Fred ? Oui, tu me confirmes ? On lance l'extrait. Il y a du monde ce soir ou pas ? Avec Shakti, tu fais musicalement le lien entre l'Est et l'Ouest, d'où ma 4e question. Est-ce que ton parcours spirituel, dans ton parcours spirituel, c'était une évidence de partir et de faire de la musique, justement, la musique indienne, je ne sais pas si on dit de la musique indienne. Est-ce que c'était naturel, si tu veux Il y a plusieurs éléments. Qui nous lient les musiciens de jazz et les musiciens de l'Inde. Le premier élément primordial, c'est l'improvisation dans le rythme. Parce que nous, on partage exactement les mêmes... Bon, il y a les disciplines différentes, mais fondamentalement, l'improvisation reste spontanée, on partage ça. Et j'étais pas le premier, évidemment, parce qu'il y avait déjà, au début des années 60, Coltrane, qui s'intéressait beaucoup dans la musique indienne. D'ailleurs, son fils, Ravi Coltrane, était nommé après son association avec le grand Pandit Ravi Shankar, Ravi Coltrane. Donc, en plus, à l'époque, à la fin des années 50, Miles Davis, il a conceptualisé
ce nouveau jazz qui s'appelait modal, le jazz modal, qui utilisait davantage les modes, et un peu comme les ragas en Inde. Bon, ça c'est une chose. Deuxième, c'est que la musique indienne intègre tous les aspects de l'être humain depuis des millénaires. C'est-à-dire pour du plus capricieuses jusqu'au plus profond et sublime. Et puis cet aspect dont tu dis le mot spirituel, c'était montré pour la plupart dans les messes classiques par les grands compositeurs 17e, 18e, 19e. Mais en 65, heureusement, le grand John Coltrane, que je viens de citer, lui, c'était un homme qui poursuivait la lumière et le développement de son esprit, a enregistré un disque qui s'appelle A Love Supreme, un amour suprême, qui était devenu un cult album, et c'était très important parce que pour la première fois dans la musique du Ouest, surtout dans le jazz spécifiquement, l'aspect, disons, spirituel a été intégré profondément et complètement dans la musique du jazz, dans un aspect improviste, spontané, qui était un énorme effet sur moi. Donc ces deux éléments ont fait que... déjà dans les années 60, c'est pas juste les Beatles qui cherchaient avec comme il s'appelle, le gourou. Mais on avait des questions existentielles on avait du mal à trouver les réponses dans l'Ouest. Donc l'Est était là pour... On est parti en masse vers l'Est en général et l'Inde en particulier. Donc voilà les deux éléments le pourquoi du chacun. Qui nous ont ramenés. Caro nous a rejoint, et la sportive de l'équipe. Donc quand je dis la sportive de l'équipe, évidemment, c'est une sportive parce que c'est la seule de l'équipe qui fait du sport. Donc du coup, elle en fait beaucoup. Et elle va venir nous parler de yoga. On applaudit Caro pendant son jingle. Champion olympique devant la Russie et les États-Unis. Chronique sport par Caro, c'est à toi. Alors après tant de spiritualité, je suis désolée, mais là on va redescendre un petit peu. Je vais vous parler de yoga ce soir, mais par contre, de yoga à ma sauce. On va dire que c'est du yoga un petit peu funny, on va appeler ça comme ça. Alors depuis quelques années, le yoga, mon cher John, vous êtes un fervent pratiquant, et votre femme aussi, est-ce que j'ai compris? Donc est pratiqué et promu comme une nouvelle manière de s'entraîner, et comme l'allié d'une bonne santé également. Donc Robert Downey Jr., alias Iron Man, pour ceux qui seraient perdus. Lady Gaga, Jennifer Aniston prônent une pratique régulière qui les aide dans leur quotidien à avoir un corps souple et athlétique et un esprit clair. Alors, moi, je crois surtout que la came qu'ils s'enfilent brûle les graisses et leur permet de paraître frais comme des roses, même en ayant dormi 1 heure et en s'étant enfilé une bouteille de gin la veille. Mais enfin, ce doit être la jalousie qui me fait parler, je ne vois pas d'autre explication. Alors bon, à force de croiser des gonzesses qui ont eu 2 gosses et qui sont gaulées bien mieux que toi, même quand tu avais 18 ans, tu sais, la fameuse période de ta vie où tu t'affamais en espérant que le bel Antoine pose un jour les yeux sur toi sans avoir un sentiment de dégoût immédiat, eh bien ces fameuses meufs te disent que leur truc, c'est du jus de citron dans de l'eau chaude à jeun le matin, plus 2 cours de yoga par semaine. Je sais pas vous, mais moi je vais rester au thé ou au café, mais je vais tenter la contorsion yogesque quand même. On n'est pas à l'abri que ça marche et qu'enfin ma beauté intérieure irradie à l'extérieur et qu'Antoine regrette jusqu'à la fin de ses jours de m'avoir snobé à 18 ans. Donc alors, en nourrissant le secret espoir de tomber sur un prof qui ressemble à ça. Alors oui, il ressemble à quoi? Qui ressemble à ça, attention. Voici à quoi il ressemble, prof. Ah oui, je comprends mieux pourquoi pas mal, tu veux faire du yoga. Oui, tout à fait. Donc avec un prof comme ça, une femme tronc se met à n'importe quel sport, il faut le dire. Donc j'ai donc pris mon tapis de sol et je me suis mise pieds nus, a priori condition sine qua non pour faire du yoga correctement. Et j'ai suivi mon premier cours de yoga. Autant vous dire que le prof ressemblait pas du tout à la photo. Et je sais pas si c'était un hurluberlu ou simplement un yogi normal, à supposer que ce soit possible. Mais j'ai cru que j'étais chez les fous.
Laissez les énergies négatives de la journée vous quitter et entrer dans le sol. Soyez dans l'ici et maintenant. Connard, je suis devant toi en train de me contorsionner comme un verre. Crois-moi, j'aimerais bien être ailleurs. Donc, genre sur mon canapé, un cocktail à la main, quoi. Donc, il poursuit. Relaxez-vous, respirez par le ventre. Et tu manges avec les poumons alors? C'est quoi l'idée, mec? Tu veux notre mort ou quoi? Bref, je fais la position du chien tête en bas, du guerrier, la pose de l'enfant. Je me sens ridicule alors que je vois toutes les autres autour de moi super concentrées. Les meufs dont je parlais au début, là, vous vous rappelez? Oui. Ben, même dans des positions ridicules, elles restent belles, les... Ça m'a rappelé le fameux sketch du blond de Gad Elmaleh, je sais pas si vous vous rappelez. Hein. Sauf que là, c'était la blonde. Hein. Voilà mes petites copines en question. Hein. Je vais vous faire profiter. Voilà, hein, voilà la blonde qui fait du yoga. Ah oui, c'est sympa cette blonde. Voilà, elles sont même pas décoiffées, elles tiennent les postures sans trembler, alors que moi j'ai tout le sang de mon corps qui est remonté dans mes joues et je perds l'équilibre toutes les 10 secondes. Donc l'enchaînement des postures doit normalement permettre de faciliter la circulation de l'énergie intérieure en ouvrant les centres énergétiques que sont les chakras, en améliorant la fonctionnalité des organes, digestion, transit intestinal, libido, en rendant la colonne vertébrale plus droite et le corps mieux aligné. Alors voilà ce que vous êtes censé pouvoir faire après des années de pratique assidue. Alors bon. Ah oui. Oui. Hein, donc, là, normalement, le sentiment de bien-être après une pratique de yoga est immédiat. Bon, ça m'a pas marqué, mais il faut dire que j'ai pas persévéré. Puis quand je vois le monsieur, le bien-être me saute pas aux yeux comme ça. Et lorsque les séances s'achèvent avec un peu de relaxation, voire de la méditation ou des exercices de respiration, les participants apprendraient le lâcher-prise et n'auraient plus la sensation d'être débordés ou de courir après le temps. L'effet anti-stress serait garanti. Bon, autant vous dire, j'ai lâché l'affaire. Ah oui, c'est ça. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, car j'ai trouvé une pratique du yoga un peu particulière qui pourrait davantage me plaire. Du yoga avec des animaux. Ah oui. Pas mal ça. Avec des chèvres naines, plus précisément. C'est trop cute, vous allez voir. Ah oui, c'est pas mal ça. Donc voilà, vous avez les petites chèvres qui vous sautent sur le dos, etc. Donc vous faites la pose de l'enfant et visiblement, ça permet de masser les lombaires, a priori. Bon, on fait un petit bisou en même temps, comme ça c'est plus C'est pas mal ça. Donc c'est du yoga chevresque, je sais pas. Donc pour l'instant, ce n'est que pratiqué aux États-Unis dans des fermes, a priori test. Donc dès que ça arrive en France, promis les noobs, je teste ça pour vous. Et on applaudit Caro. Alors on peut dire, John, qu'elle est passée à côté du yoga. Hein. On peut dire qu'elle est passée complètement à côté du yoga. Complètement. Complètement. Alors, là, elle n'a pas appris le dead man pose. Et non, elle n'a pas appris. Elle a fait qu'un seul cours dead aussi. Man pose, ça veut dire que tu t'allonges comme ça. Ah oui, et tu restes. Tu fermes les yeux et tu dors. Elle aurait peut-être dû commencer par ça. Donc, on revient sur toi. Donc, on est dans les années 80. En 1980, le trio John McLaughlin, Paco de Lucia et Al Di Meola. Un petit extrait pour se rappeler. Et voilà un petit extrait évidemment. Hein. D'où me vient ma question suivante. Est-ce que dans la musique, dans le flamenco, donc moi j'essaie de tourner toujours autour du terme spirituel, on va dire, mais on va dire de l'esprit, voilà. Toute la musique est spirituelle. Est-ce que justement dans le flamenco, on peut faire du flamenco et faire de la méditation? C'était ma question. Question stupide, hein, non, mais comme d'autres. La méditation peut se faire en baladant. En marchant, tu veux dire? Non, il ne faut pas être forcément assis Arrêté. dans une position de lotus avec... Comme ça, la méditation, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, ça peut se pratiquer n'importe où, avec n'importe quelle musique. N'importe quand. Alors, est-ce que tu peux nous donner les points, justement, tu nous parlais tout à l'heure de la musique, du jazz et de la musique d'Inde. Est-ce que dans le flamenco, justement, tu as retrouvé ces aspects aussi d'improvisation? Oui. Mais c'est différent parce qu'il y a les falsettas dont les guitaristes flamenco emploient. Les falsettas, c'est un passage qui conforme à la progression, à la séquence du morceau,
mais ils ont un vocabulaire assez énorme de falsettas qu'ils peuvent employer à n'importe quel moment. Mais je dois rentrer dans le passé, parce que le flamenco, c'est très, très cher à moi. Eh oui, tu as commencé par le flamenco. Tu as commencé en écoutant du flamenco quand tu étais tout petit. Exactement. Non, à 14 ans, j'ai découvert le flamenco et je voulais devenir guitariste de flamenco. Eh oui, tout à fait. Tellement ça m'a frappé. Mais là, dans le petit village où j'habitais, ils n'ont jamais entendu du mot. C'est quoi le flamenco? Flamenco? Flamenco, c'est quoi? Eh bien, mais j'avais heureusement un de mes frères qui était à l'université de Manchester. Donc, et là, à côté de là où il habitait, dans un pub anglais, il y avait à la fin de chaque mois, le vendredi, le dernier vendredi du mois, un vrai guitariste flamenco. Donc tu allais le voir. Quitté l'école. Tu séchais l'école alors. À la fin de chaque mois. Oui, j'ai eu des gros ennuis à cause de ça, mais je m'en fichais pas mal. Donc je faisais autostop jusqu'à Manchester. Ah oui, à 14 ans. Ah oui, quand même. Hein. Et mon frère, je restais avec lui, et puis il m'a amené dans le pub. On avait le droit d'aller à 14 ans? Oui, c'était un peu truqué, mais, ah oui, mais ça va, je balançais sur les points. Mais de voir les vrais musiciens comme ça, ça t'a encore plus... C'était absolument formidable. Donc le flamenco restait et reste toujours la musique extrêmement proche à moi. Fier, ouais. Parce qu'il y a la passion. Et ça, c'est un élément dans le jazz, mais dans toute musique, parce que c'est une expression de l'être, n'est-ce pas? Tout à fait. Des relations qu'on a avec soi-même, des relations qu'on a avec nos collègues, avec le monde, et même, si tu veux, extrapoler jusqu'à la au-delà. Exactement. Mais sans la passion, la musique n'existe pas. La musique devient un peu commercial. fade. Devient de la musique commerciale, ce qu'on écoute à la radio. Voilà. Un peu comme les hamburgers. Pareil. Dans la cuisine. Ou comme le Coca Light par rapport à du whisky de 25 ans d'âge. Oui, on me dit que le whisky japonais, c'est... Ah, oui. Oui, c'est vrai qu'il a pris japonais, il aurait pu prendre irlandais. Bon. Mais la pub était belle, quand même. Oui, c'est vrai. Philippe Leroy nous a rejoint. Vent soit de son état. Est-ce que tu es prêt pour le jingle? Complètement. Eh bien, jingle. On applaudit Philippe. C'est le roi. Philippe, c'est à toi. Alors, bonsoir John. Bonsoir Philippe. Je vais parler de 3 romans dont l'univers n'est pas tellement éloigné du tien. Alors, le premier s'appelle Vintage de Grégoire Hervier, donc un polar. Alors, dans la plupart des polars, le Graal, c'est le pognon, le sexe ou le pouvoir. Mais là, dans Vintage, on est en quête d'un mythe, et là, c'est plus rare. D'autant plus que le mythe ici, c'est une guitare, et pas n'importe quelle guitare. La moderne, dessinée en 1957 par le boss de Gibson, en même temps que la Flying V et l'Explorer. On va peut-être revoir les dessins. Ouais. Voilà. Donc, c'est celle du milieu. De forme futuriste, elle a été fabriquée à titre expérimental en quelques exemplaires. Mais personne n'en vit le bout de sa tête de manche triangulaire. La moderne devint un mystère. La légende dit qu'elle produirait un son diabolique et ensorcelant, que les 2 Jimmy, que tu dois connaître puisqu'il s'agit d'Hendrix et de Page, l'auraient utilisé sur bon nombre de leurs morceaux secrètement. Le guitariste de ZZ Top prétend en posséder une, mais qu'il n'a jamais voulu faire expertiser. De quoi alimenter le mythe et en faire l'enjeu d'un thriller endiablé. Grégoire Hervier s'y colle et nous démontre que la littérature peut aussi être rock'n'roll. Alors le pitch, en 2 mots, c'est Thomas Dupré, 25 ans, est pigiste et vendeur dans un magasin de guitare à Pigalle. Un milliardaire écossais le charge un jour de retrouver le Saint Graal. Un exemplaire de la moderne lui aurait été volé dans son manoir d'Inverness. Thomas accepte avec hardiesse et devient le héros hitchcockien d'une aventure rythmée comme du Led Zepp, qui le mènera du Loch Ness jusqu'aux USA en passant par l'Australie. Retour aux vraies origines du rock, bien avant les années 50, contrairement à ce qu'on dit. Là où l'histoire a été écrite par Robert Johnson, Muddy Waters, Albert King, Chuck Berry. La BO de Vintage qu'on peut écouter sur YouTube est monumentale. On peut aller sur YouTube et il y a tous les morceaux du bouquin, c'est énorme. Sur l'intrigue, je ne lèverai pas plus le voile, ni sur le mystérieux Lee Grand Zombie Robertson,
un noir albinos surdoué dont l'ombre plane sur cette histoire comme Kaiser Soze sur Usual Suspect, et qui aurait créé une musique inouïe grâce à la moderne de Gibson. Alors tous les ingrédients sont là pour nous emporter, et Grégoire Hervieux signe ici, comme un morceau de rock, le meilleur thriller que j'ai lu depuis le début de l'année. Ah bon? Et tu en lis en plus. Et j'en lis. Mêlant des faits réels incroyables à une fiction que l'on croit vraie, il nous convie à une expérience sans pareille. Ouvrez grand vos oreilles, vous allez lire du rock qui tue avec du son plein la vue. Oh, bravo. Ça, c'était le premier rang. Alors pour le deuxième, je vais être obligé de faire un striptease. Ah, pour le deuxième, il va nous faire un striptease. On applaudit. Ouais. Le striptease de Philippe, qui nous avait pas prévenu. Hein. Ah, alors on aurait dû chanter, c'est vrai. Hein. Bon, j'arrête là parce que là, ce qui est important, c'est le t-shirt. Donc voilà. Alors, ce t-shirt qu'on voit mieux maintenant. In Dude, we trust. In Dude, we trust. Alors tout ça, c'est pour vous parler du Dude et du maître Dude. 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 Oh là là. Alors, tout le monde dit Dude, mais en fait c'est Dude. Hein, c'est Dude. In Dude, ouais, we trust. Voilà la perle. Donc ça, c'est... en fait, tout commence... Alors je vais vous montrer l'affiche. En 98, un film des frères Cohen, qui était loin de se douter que The Big Lebowski deviendrait non seulement l'un des meilleurs films de tous les temps, une œuvre culte, mais aussi une philosophie, le dudéisme. Véritable source d'inspiration pour les maîtres zen. Jeff Bridges n'est pas innocent dans la popularité du dude. Le personnage du film qu'incarna avec génie Jeff Bridges. Alors je vais vous montrer à quoi ressemblait Jeff Bridges. Voilà, ça c'est une photo qui m'a servi de fond d'écran pendant pas mal de temps parce que ça me mettait vraiment à l'aise. Alors on aime le dude, pourquoi ? Parce que sa manière d'aborder la vie et son lot de galères nous fait du bien. Son lâcher-prise, son laisser-faire, sa cool attitude sont devenus une sagesse. Le dude ne fait pas face, il tient bon. Alors l'idée du livre est venue de Bernie Glassman, juif et maître zen, qui s'est entretenu avec Bridges. S'ensuit une conversation spirituelle sur 300 pages entre Bridges, dont le rôle lui colle encore à la peau, et son ami Bernie. Les titres de chapitres reprennent des répliques du film comme « Lance ta foutue boule, mec » ou « Ce tapis harmoniserait toute la pièce ». Ce bouquin, comme le film, fait un bien fou. Pour Bernie, le dude, c'est un de ses lamed vavnik. Alors qu'est-ce que c'est qu'un lamed vavnik ? C'est dans la mystique juive, ce sont des hommes qui sont simples et discrets, grâce auxquels Dieu accepte de laisser la terre tourner, juste parce qu'ils existent. Alors pour Jeff, le truc du dude, c'est qu'il préfère prendre les soucis dans les bras plutôt que de leur coller une balle. Comme il dit en anglais, « Rather hug it out than slug it out ». Le dude et le maître zen, qui devrait être remboursé par la Sécu, est la meilleure introduction au zen. On peut le lire dans les toilettes, à la plage, l'enseigner à la fac, ou le poser tout simplement sur sa table de chevet avant d'aller faire un bowling. Ça donne envie. Voilà. Et je terminerai par le troisième roman, donc Siddhartha de Hermann Hesse. Alors ça, c'est un classique, donc celui-ci. Alors, ce récit initiatique se déroule en Inde à l'époque de Bouddha. Le jeune Siddhartha est un fils de brahman, heureux et vivant dans un milieu aisé. Oui. Mais il cherche sa voie. Il quitte donc sa famille, les rituels et les exercices spirituels pour atteindre ce à quoi son âme aspire. Alors d'abord, il s'arrête chez les samanas qui vivent dans les bois, et Siddhartha pratique l'ascèse. Donc on pense l'ascèse, donc le jeûne, la méditation, se détacher de tout. Et donc il réalise que les effets de l'ascèse sont les mêmes que chez celui qui se saoule dans un bar. Donc je ne sais pas si tu as essayé une des deux méthodes, toi, John. Non, moi je bois de l'eau et je ne fais pas non plus de méditation. Bref, ce que constate Siddhartha, c'est que le vieux Samara, qui cherche l'illumination depuis 50 ans, n'a encore rien trouvé. Donc ça ne le satisfait pas. Donc il va auprès de Gautama, le vrai Bouddha, et il trouve la sagesse. Mais ce qui a marché pour le Bouddha ne marchera pas forcément pour les disciples. Il faut une démarche personnelle, sans qu'une doctrine nous dicte un moi. L'illumination doit être vécue et non apprise. C'est un peu ce que tu disais, John, tout à l'heure. Chez la belle Kamala, Siddhartha, on se découvre ensuite un monde à travers les sens. Il s'attache peu à peu au bien matériel jusqu'au moment où il décide de quitter sa cage dorée. Et là, je ne vous dis plus rien, je vous laisse découvrir comment il trouvera l'illumination. À ses côtés, le lecteur, lui, il apprend l'essentiel, c'est-à-dire que la sagesse ne s'enseigne pas, que tout est unité, le bien et le mal, Bouddha et Lucifer, la pierre et le Bouddha, moi et ce fauteuil, toi et ce micro, que le contraire de la vérité est aussi vrai que la vérité elle-même, que nous sommes le passé, le présent et le futur, comme le fleuve au bord duquel Siddhartha acheva sa quête. Donc s'il n'y a qu'un livre à lire et à relire dans votre vie, c'est bien celui-ci. Il est simple, beau, court, pur, signé par un prix Nobel de littérature quand même. Ah oui, donc ça le fait. Voilà. Donc un type qui a un regard comme ça ne peut pas être complètement mauvais. Siddhartha invite le lecteur à se méfier des traditions, des idées convenues, des doctrines et des idéologies. Surtout en cette période. Hein. Voilà, plus que jamais d'actualité. Presque 100 ans après sa première publication quand même.
donc assez visionnaire. C'était il y a 100 ans. Oui, c'était il y a 100 ans, sa première publication. Donc, dans ce roman, Hermann Hesse dit « Bien rares sont les gens qui savent vraiment écouter ». Donc, vous m'avez écouté ce soir, vous êtes donc rares, et je vous offre ce livre. Wow. Et hop. Hop. Et il lance le livre. Ah, bravo. Et pour John, je t'offre Vintage, parce que je pense qu'il y a des gens que tu connais dans ce roman, qui sont cités, Jimi Hendrix, Je connais la guitare aussi. à la guitare. Donc, Gibson voilà, c'est ça. Sunburst. Mais tu sais, Siddhartha, c'est le livre des hippies dans les années 60. Ah, ça, On l'a tous lu. Ouais. Ah, ben voilà. C'était un livre formidable. Ouais, moi, c'est un livre que je relis régulièrement parce que c'est vrai que ça remet les idées en place. Et c'est vrai que, comme dit John, en ce moment, voilà, faut se mettre Ça fait du bien. des doctrines et tout. Ça fait du bien de passer par le moi, essayer de chercher les solutions par soi-même sans être. Ça fait beaucoup de bien. Non, parce qu'on voit que il passe les épreuves, mais très, très dures. Exactement. Bon, ben, mademoiselle, vous reviendrez dans 15 jours nous parler du livre alors. On compte sur vous. Oh, merci, on applaudit Philippe. On revient sur toi, John. Donc on passe à la fin des années 80 avec The Trio, puis Free Spirits avec Dennis Chambers, The Guitar Trio, The Heart of Things, et on arrive en 1999 avec de nouveau Remember Shakti. Un petit extrait. Oui. Alors, je suis désolé, je suis toujours obligé de couper, mais c'est parce que sinon Facebook nous censure. C'est pour ça qu'on malheureusement on ne peut pas mettre des extraits plus longs. John, tu as joué, il me semble, devant le Dalai Lama. Et je voulais savoir si, avec Remember Shakti, de mémoire. Non, c'était pas avec Remember Shakti. C'était juste Zakir Hussein. Juste Zakir et toi, d'accord. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette rencontre? Est-ce que c'est une rencontre qui a changé ta vie ou finalement c'est un... Non, mais en revenant à Siddhartha, même dans les années 60, je me suis rendu compte que le bouddhisme, c'est pas vraiment une religion. C'est-à-dire que les religions, c'est un dogme, Oui, n'est-ce pas? Normalement, les religions sont un dogme. Il faut approprier, alors que il n'y en a pas dans le bouddhisme, qui est formidable. Et évidemment, ce monsieur, le Dalai Lama, c'est une grande inspiration. C'est un vrai homme. Il parle directement de son cœur. Et donc, lorsqu'on était invités, comme je disais, j'étais avec Zakir. Donc, avec tous les deux, on nous a demandé de chauffer l'audience avant le discours. Pendant 20 minutes avant son discours. D'accord. Donc, j'étais ravi, et Zakir aussi. Donc, on a joué, c'était dans une salle de sport à Anvers, en Belgique. D'accord. 12 000 personnes. Petite audience. On a joué un peu calme au début, mais au fur et à mesure, on a chauffé l'audience. On a chauffé, on s'est chauffé aussi. Et puis, donc, on a quitté la scène, et puis on a vu Dalai Lama qui arrivait sur le tapis rouge, entouré de 3 niveaux de sécurité. D'abord, la sécurité de la salle, la sécurité de la société bouddhiste qu'il avait invitée et l'équivalent de la FBI en Belgique. Avec les trucs... Talkie-walkie, etc. Avec les trucs là, les pistoles dans la veste. Et puis, il est arrivé comme ça, et nous, Zach et moi, on était comme ça. Et puis, il a dit, « Oh, vous êtes là !» Et puis, donc, au lieu d'aller sur la scène, il est venu vers nous. D'accord, pour vous parler. Et puis, donc, ça a créé un petit scandale parce que le Dalai Lama, il parlait dans le microphone. Mais lui, il était complètement à part de tout ça. Il est venu le voir pour nous remercier. D'ailleurs, il nous a bénis. Mais il est resté
4 ou 5 minutes, juste pour... D'accord, juste pour discuter avec vous. On était Donc c'était... vraiment touchés, Tu m'étonnes. c'était absolument extraordinaire. Mais juste une dernière petite anecdote qui est plutôt familiale, parce que nous, après, on est allé et mon fils, qui avait 9 ans à l'époque... Lucky? Oui. On s'était assis et puis le Dalai Lama est arrivé pour parler. Donc, d'abord, la première truc qu'il a dit, c'est formidable. Il a dit, people say, je le dis en anglais, tu peux le traduire si tu veux. Je vais essayer. People say, les gens disent que ma religion est bouddhisme. Ils ont tort. Ma religion, c'est le bonheur. Et déjà, d'office, tout est clair, tout est lucide. Mais je dois dire que j'étais étonné de voir mon fils cloué sur le Dalai Lama pendant 1 heure. Il n'a pas bougé pour un gosse de 9 ans. Donc, mais ça, il a une allure, il a une espèce de magnétisme tout à fait spontané, naturel. Et visible. C'est un vrai monsieur. Et si tu pouvais nous parler juste, en parlant de ça, il me semble que tu as joué aussi pour l'ancien président Barack Obama. Dans le Jazz Day, l'année dernière. Voilà. Oui. Et est-ce que justement, en termes, tu parlais de... On ne peut pas comparer le Dalai Lama et Non, c'est pas le Dalai Lama, non, pas vraiment. Non, mais ceci dit, mais c'est un grand monsieur. En termes de, de personnalité... Et lui et sa femme Michelle, quel couple. Quel couple. Parce que là, après, c'était le Jazz Day, le UN Jazz Day, c'est le 30 avril chaque année. Donc, il y avait quand même une trentaine de musiciens, artistes à la Maison Blanche. Et après, ils sont venus tous les deux nous embrasser. Surtout Michel, elle a embrassé tous les musiciens, tous les artistes. Et, oui, c'est une coquine, on m'a dit. Hein. Et président Obama, il a serré la main, il nous a remercié très chaleureusement. Mais quel couple, quelle chambre par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Ah oui, c'est sûr qu'il y a un vrai changement là. Hein. Alors en parlant du Dalai Lama tout à l'heure, hein, tu faisais attention à ton look. On a vu sur les différents extraits que tu faisais toujours attention, tu étais toujours bien habillé et toujours habillé d'époque. Nadra nous a rejoint pour nous parler justement des différents, pour nous essayer de nous décrypter les différents looks bohème et de méditation, voir tout ça. Nadra, cool. On applaudit Nadra et on lance le jingle. Démodé, ridicule et pas de notre époque. Chronique Fashion par Nadra. Bonjour planète Fashion Zen, Bobo Cool et Hippie Chic. Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir Monsieur John McLaughlin et sa sublime et spirituelle épouse Ina. Notre prestigieux invité va nous parler de sa passion pour la méditation. Oui, il nous a déjà parlé de sa passion pour la méditation, ce qui me permettra de vous faire voyager, entre autres, dans le pays des ashrams et celui des temples bouddhistes, afin de découvrir ensemble le look de l'introversion et le style de la recherche de soi. La méditation est une pratique mentale ou spirituelle dont l'objectif est de se concentrer sur l'instant présent. Ouais. Pour cette pratique, il vous faut... Donc, si ça marche, quand ça marche déjà? Non, là, t'as démodé. C'est bon, voilà. Je vais m'en occuper. Ouais, c'est voilà. Bon. Donc, il vous faut pour cette pratique un coussin de méditation dit zafu, le tapis dit zafuton, des vêtements confortables inspirés de la tradition japonaise, yukata, kimono, etc. Bon. Cette discipline inspire les créateurs depuis très longtemps. Aussi, les vêtements confortables ne sont pas nécessairement tous moches. Ah. Mais elle a pas un coussin, là. Non. Elle est sur le rocher. Oui, c'est très stylé. Elle est très adepte. Oui, elle est très adepte. Elle fait ça depuis très longtemps. Elle a un rapport avec la douleur qui est différent que nous. Mais il y a même de très beaux vêtements. Et ils sont entrés dans nos placards par la grande porte. La mode est au oversize, au kimono et aux pantalons larges inspirés par les tenues de méditation. Ah oui, là on voit qu'on est... Ça a commencé par le mouvement hippie, ce courant de contre-culture des années 60 où les hippies
rejeté les valeurs traditionnelles de la société et de la consommation. La tendance Baba Cool a été plus qu'un courant, mais une véritable révolution sur les podiums et dans les rues. Un putsch fashion glamourissime. Flower Power ou encore Peace and Love étaient leurs devises. Ils portaient des habits amples et colorés en signe de protestation. Bref, changeons de décor et partons en Inde, un ashram. Alors, un ashram. C'est un ermitage en un lieu isolé, dans la forêt ou la montagne, dans une grande austérité de vie. Ok, ça ne vous fait pas rêver, mais ça a inspiré beaucoup de génies de la mode comme Yves Saint Laurent ou Karl Lagerfeld. Contrairement aux hippies, voilà, donc ils sont très mal habillés. Ouais, donc voilà. Donc ça a inspiré, donc comme je vous disais, beaucoup de créateurs. Voilà. Contrairement aux hippies, les hindous et les japonais pratiquant la méditation sont plus discrets et prônent une révolte plus réservée ou sans ostensibilité vestimentaire, mais au contraire, ils affichent clairement une apparence très modeste. Néanmoins, ils ont eux aussi inspiré bon nombre de designers comme Hiromi Asahi ou encore Dolce Gabbana. Dolce Gabbana qu'on voit ici, oui. L'exercice de la méditation sous des airs de mode bourgeoise bohème peut avoir une réelle portée psychologique. Elle nous apporte le recul nécessaire pour à la fois écarter les pensées négatives et réduire l'impact émotionnel des événements quotidiens. Pour ce faire correctement, nous devons être certes disposés sur le plan spirituel, mais aussi physique, car les postures sont sportives et pas toujours pratiques, d'où des vêtements adaptés. Et Ina, l'épouse de John McLaughlin, est très au fait de cette mode cool et chic. Oui, on l'a vu. Hein. L'engouement actuel pour cette pratique relève aussi et surtout d'une critique envers une société avide de consommation, de rentabilité et d'apparence. Méditer, aujourd'hui, en Occident, est une pratique qui vacille entre deux aspects. Elle est à la fois un pansement qui guérit mais obstrue le problème de fond et un acte politique qui rejette la conception économique du travail. Là, vous voyez les Beatles. Alors, ils sont dans un ashram, ils sont habillés en hippie. Ainsi, moins tourmentés, plus sages et bien habillés, nous sommes plus réceptifs à notre environnement et à ceux qui nous entourent. XOXO. XOXO. Et on applaudit Nadra. Merci. Ah, là, tu as reconnu les différents styles que tu as. Toi, tu t'es vêtu comme ça. Un petit peu. Un petit peu. Ouais. Mais il fallait avoir certains moyens pour s'habiller comme ça aussi. C'est sûr. J'ai pas osé mettre les photos de John, mais j'en ai trouvé des jolies. Alors on revient à toi, John. Donc là, on a sauté les années 90, on est en 2000, on est même en 2006, et tu formes le groupe The Fourth Dimension, d'où le t-shirt que nous portons ce soir. Hein. Vous pouvez voir le t-shirt, regardez qu'il est beau. Merci. Et nous avons un petit extrait du groupe, non pas du groupe de 2006, hein, mais du groupe avec Ranjit. Donc du groupe, c'est un extrait de 2016, de l'année dernière. Et voilà. Ah oui, hein, ça, non, là, si vous n'avez pas encore vu The Fourth Dimension, il faut vous précipiter sur les DVD, vous précipiter en live évidemment, parce que c'est incroyable. Est-ce que tu peux nous parler des projets que tu as actuellement? Parce que tu fais toujours 50 projets en même temps. Donc il me semble... Pas 50. À ma tendre âge, pas 50. 49. Non, il me semble que tu es en pleine écriture. Le problème avec Shakti, ou plutôt Remember Shakti, c'est connu, mais pour moi c'est toujours Shakti, c'est juste deuxième génération. Que nous avons perdu le grand Srinivas il y a 2 ans et demi. Le jeune mandoliniste qu'on a vu, qui était extraordinaire. Et entendu tout à l'heure. Et ça nous a tellement bafoué, parce que quand même, on avait passé 14 ans ensemble. Et donc pour le moment, Remember Shakti, ça flotte dans les cieux.
Et Dieu sait si on va revenir sur Terre avec un remplacement. Remplacement, c'est Bon, il y a facilement des dit, très beaux DVD, en tout cas. Tout à fait. Donc, Shakti, j'espère un jour rejouer. Parce que quand même, c'est un groupe tellement proche à mon cœur. Depuis 73, ça a démarré. Ça fait très longtemps, 73, 83, 93, 2003, 2003. 40 ans, 42 ans. 44 ans. 44 ans, eh oui. C'est beaucoup. Mon âge. Donc ça fait une grande partie de ma vie personnelle et musicale. Mais depuis, bon, vous avez vu tout à l'heure le chanteur Oui. dans le groupe. Oui, tout à fait. Qui Remember Shakti, Shankar Mahadevan, qui est un chanteur absolument extraordinaire. Et puis, depuis quelques années, on prépare un projet qui est une nouvelle direction, complètement nouvelle direction de la rencontre Est-Ouest. D'accord. Qui n'est pas Shakti, c'est now for something completely different. How? Comme il dit en Monty Python. Donc, c'est pas encore sorti. On a créé la musique. Il faut le mixer. On va le faire pendant l'été ou peut-être à la fin d'été. D'accord. Qui va sortir à la fin de l'année. D'accord. Donc là, il y a ça. C'est un des projets chauds. C'est quelque chose dont on a travaillé beaucoup, tous les deux. Il y a d'autres musiciens il y a Ranjit par exemple qui. Pour le moment, non. Pour l'instant, c'est il que. n'y a pas de batterie. Ah, d'accord. C'est voix et voix et moi, j'ai guitare. fait les orchestrations et on fait les improvisations à l'intérieur. D'accord. Non, c'est difficile à expliquer. Bon, ben, il mais faut. c'est trop beau. Ben, on va attendre la fin de l'année. C'est absolument. Et avec The Fourth Dimension, parce que tu viens de finir une tournée. Fourth Dimension, on a fait une petite tournée. D'ailleurs, on a terminé à Londres, à Ronnie Scott's Club, là où j'ai passé beaucoup de temps, dans les années 60, avant de partir aux États-Unis. D'abord en Belgique et puis après en Amérique. Et puis, c'était un choix pour moi, parce que Ronnie Scott, il m'a tellement aidé. D'ailleurs, il était très important dans l'acte de partir aux États-Unis. D'arriver, d'avoir le visa pour aller aux États-Unis. Il a bien joué là-dedans. Donc, on a fait 2 soirées à Ronnie Scott et on a enregistré. D'ailleurs, ce week-end, on va commencer le mixage. Donc, on va avoir un nouveau CD dans un monde où il n'y a plus d'industrie de disques. Oui, mais bon, ben, on en fera la pub en tout cas. La vieille école, c'est comme ça. Alors, en tant que people, faut faire très attention à notre Fred qui est ici parce qu'il a des connexions avec tous les paparazzis de la planète. Attention, Fred. Chris, pardon. Jingle. Allô. On applaudit Fred. Non mais allô quoi. Les putains de Fred. Bonsoir les noobs et bonsoir John, vraiment Bonsoir, très Fred. heureux de te recevoir ici. Alors bien sûr, moi j'ai toujours la bonne place de passer en dernier après des chroniques très intelligentes avec les potins people de ces 15 derniers jours. Et on va commencer donc, puisqu'en France on a parlé des élections, après des mois de campagne acharnée. Et le premier tour qui a eu lieu, côté people, on est quand même bien loin des États-Unis. En France, les stars ne se mouillent pas trop. Avant le premier tour, qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu voir Guillaume Canet, qui a poussé un petit coup de gueule sur Facebook et qui a appelé à voter blanc. Un trait d'humour d'ailleurs qui n'a pas plu à tous les internautes, lui reprochant d'inciter les fans à voter blanc et au risque de faire passer les extrêmes. Donc le Guillaume a dû préciser que c'était juste une vanne à prendre au second degré. C'est une blague, eh oui. Voilà. Et pour répondre à ses détracteurs, il a plutôt incité à voter pour sa meuf avec le hashtag « et arrêtez de me les briser ». Et au passage, il a utilisé une affiche que les Parisiens ont pu voir pour de vrai dans les rues parisiennes. C'est en fait un collectif d'artistes de street art qui avait fait une campagne parallèle pour inciter les gens à aller voter. Voilà. Donc là, c'était plus Marion Cotillard, mais Marion Cotillon. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on avait ? Je ne sais pas si le poste de Thomas Sisley a eu une incidence sur le scrutin. En tout cas, on est sûr que Largo Winch n'a pas voté pour le Parti socialiste. Au passage, d'ailleurs, il nous a fait part d'une petite donnée scientifique, jugée plus tôt. D'après les calculs d'Albert Einstein, si on court tout nu autour d'un arbre à la vitesse de 298 km/s, il y a une possibilité de se sodomiser soi-même.
Mais si vous n'êtes pas sportif, vous pouvez, en 2007, revoter socialiste. Vous obtiendrez le même effet. Voilà, donc c'était pas très classe, mais on peut mettre ça sur le dos des antidouleurs qu'il prend pour sa fracture d'épaule. Et si vous n'avez pas été attiré par l'autosodomie ou par Marion Cotillon, vous avez peut-être souri devant le poste de Vianney. Il a détourné l'affiche d'En Marche de Emmanuel Macron. Avec lui, l'affiche En Mèche, la France, qui va en référence donc à son titre Je m'en vais. Voilà, donc on a dit qu'on parlait pas de politique, mais voilà, c'est gentil, dans les chroniques, c'est gentil. voilà. Donc moi, comme c'est un interlude, je me suis permis. On va passer après la politique à la réalité augmentée. On parle maintenant on en parle beaucoup. D'ailleurs, vous savez que la réalité augmentée, c'est comme le jeu Pokémon Go. Il s'agit de rajouter des éléments virtuels sur une image réelle. Voilà. Apple et Facebook, d'ailleurs, on n'a pas de news geek en ce moment, mais il me semble qu'ils planchent ardemment les Apple, deux. a priori, a récupéré quelqu'un de la NASA, c'est une news, et en effet, justement pour développer à fond la réalité augmentée. Donc, on imagine que pour l'iPhone 8 qui devrait sortir en septembre ou en octobre, ça devrait être un des gros éléments, un des gros points forts de l'iPhone. C'est une rumeur. T'en as pas déjà? Non, je l'ai pas encore. En tout cas, moi, j'en connais qui n'ont pas attendu cette technique pour augmenter la réalité. Vous voyez cette jeune fille, elle s'appelle Elisa Depanassis. Pas de réalité augmentée pour elle. Par contre, c'est l'ex de Cristiano Ronaldo, pardon. Ah bon? Et cette semaine, elle balance He uses padding to make his package look bigger. Wow. Et oui, Cristiano. Oh mince, je suis passé au suivant déjà. il y en a pas un qui zappe là en même temps. Non. Et ouais, Cristiano utilise du rembourrage en fait pour ses pubs en slip. Oh, le coquin. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que concernant ses abdos, là, c'est pas du rembourrage, c'est du vrai. C'est pas comme le rappeur justement Ludacris qui dans son nouveau clip qu'on peut découvrir assez bodybuildé. Le nouveau clip s'appelle Vitamine D. Je vous propose de regarder un petit extrait. Allez, on écoute l'extrait. To stay healthy in these streets, you know. Ah oui, c'est un t-shirt. Oui. Somebody gotta give you some vitamin D. Yeah. Voilà, gilet ouvert, abdos et pecs saillants. Vous avez vu tout de suite le regard des jeunes filles comme il change. Donc bien entendu, c'est du faux pour les besoins du clip qui parle de chirurgie esthétique. Et les internautes ont vite comparé ça en fait à plutôt des paquets de brioches. Ouais. Et la dernière fois, je vous avais parlé de Rodrigo Alves qui veut ressembler à Ken. Vous vous rappelez? Oui, tout à fait. Cette semaine, c'est une Allemande qui se distingue. Elle s'appelle Martina Big. Ah, les Allemandes, attention, il y a des Allemandes ce soir. Elle se vante d'avoir la poitrine la plus opulente d'Europe. Du 32 S, impossible à convertir d'ailleurs en taille française, ça n'existe pas. Elle a même une pipette qui lui permet en fait d'augmenter le volume en fonction de ses désirs. Voilà. Et comme ses seins plus gros que des pastèques ne lui suffisent pas, Martina en fait a décidé de devenir une Barbie exotique à grands coups d'UV et d'injection de mélanine. Donc elle avoue qu'elle adore ce look et qu'elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Donc attention. je vous tiendrai bien sûr informé des prochaines évolutions. Fred, je te rappelle qu'il y a 2 émissions de cela, nous avons été bannis de Facebook parce que tu montais des tétons. Mais là, il n'y a pas de tétons. Là, on voit que les tétons sont masqués, mais attention, ne dérape pas, s'il te plaît. Et selon l'adage, et quand ça veut pas, ça veut pas, l'épouse de John Legend, Chrissy Teigen, mélange toujours humour et sex appeal. On la retrouve assez souvent dans ma chronique. Eh bien, ce qui est bien, en tout cas, avec Chrissy, c'est qu'elle partage avec ses followers. La dernière fois, vous vous rappelez, elle avait fait parler sa poitrine. Cette fois-ci, elle se filme. Alors, on regarde. We can get it. Keep going. Keep going. Difficile de fermer la combi. Ah oui, d'accord. Donc il paraît que Jane Birkin a illico liké la publication. Alors on va passer un petit peu plus sérieux maintenant. On va parler d'offres d'emploi, je me suis dit. Allez, une offre d'emploi maintenant. Donc si vous avez vu le film Sous le même toit de Dominique Farrugia, un film qui est sorti mercredi dernier, vous avez peut-être remarqué une film où on voit Gilles Lelouch qui fait un selfie de dos. Puis de son cul, excusez-moi. Caro, d'ailleurs, qui a vu le film, m'a dit « Tu verrais Fred, cette paire de fesses. » Oui, mais voilà, Gilles Lelouch, qui était l'invité de Yann Barthès, a lâché le morceau. Regardez. Je vais vous répondre quelque chose de très décevant. Doublure cul. Vous avez raison. Doublure cul. Je suis extrêmement pudique et j'ai pas envie de montrer ni mon cucu, ni mon kiki, ni quoi que ce soit. Voilà.
Voilà, donc ni cul, ni le sien. Non, une doublure fesse. Et a priori, c'est un métier en vogue, car cette semaine, on apprend que Zac Efron. Alors les filles, vous préférez Zac Efron. Alors les filles, on vous écoute là. Vous préférez Zac Efron ou en version seule, en version accompagnée, ou en version torse nu, je me la pète un peu. Ouais. Ah. Moi, je préférais accompagner parce que sa copine était sympa. Eh bien, en tout cas, Zac, lui aussi, ne veut pas montrer son postérieur. Il compte sur celui d'un certain Jordan Scott, qui assure son doublage dans tous ses films. Oui, mais voilà. Zac aurait dû surveiller un peu mieux ses arrières. Le dévoué jeune homme vient d'être arrêté pour harcèlement et agression sur son ex-compagne. Donc, une place vacante à saisir. Messieurs, à vos fessiers. Ouais. Et d'un Il y a Nico, je crois. Il y a Nico qui lève toujours la main, oui. Et d'un rebondi à l'autre, eh ben, impossible d'échapper au moindre arrondi dans les magazines People. Hein. Accouchement imminent, enceinte de son 9e enfant, la chanteuse Ciara dévoile son énorme baby dump. Enceinte, Beyoncé publie de nouveaux clichés de son baby dump. Enceinte et glamour, Beyoncé affiche son baby dump dans une tenue sexy. Enfin bref, Eva Longoria, elle est enceinte. Et voilà comment quelques photos de la star qui apparaît un petit peu plus en chair que d'habitude, et bien tout de suite, sur les réseaux, elle est enceinte. Donc la rumeur a circulé partout. Sa famille affolée, elle a reçu des tonnes d'appels en fait, où sa famille lui demandait mais est-ce que tu es réellement enceinte? Donc elle a dû faire une petite explication. Et elle l'a faite bien sûr avec une petite vidéo. Regardez. Oh, I saw some pictures of myself really fat on a boat. I have to tell you, all I did was eat cheese. I eat cheese. And everybody's saying I'm pregnant, and I'm not. I was just lactose intolerant, apparently. Today, no belly. Voilà, pas de bidon. Hein. On est rassuré, c'était juste un excès de maroilles et de gorgonzola. Et voilà. Elle nous apprend au passage, par la même occasion, que même les people sont parfois ballonnés. Ah bah oui, on ne savait pas. C'est vrai que c'est une information importante. Voilà. Et justement, si jamais l'aiguille de votre pèse-personne oscille dangereusement et que vous n'êtes pas trop légumes vapeur, vous pouvez suivre les conseils ô combien avisés de Kim Kardashian. Ah oui. Elle, qui a une silhouette de pin-up de cartoon, vient d'avoir quand même une illumination. Alors, je ne sais pas si cette illumination provient de son nouveau Kimoji qui a fait scandale, où là, elle se prend carrément pour la Vierge. Mais mercredi dernier, elle tweetait « La grippe peut être un régime génial. Tellement contente qu'elle soit arrivée à temps. Hashtag 3 kilos en moins. » Et comme elle n'est pas avare de conseils, en plus, ça nous apprend que tousser, ça fait travailler les abdos. Alors, en même temps, Kim Kardashian qui a la grippe, ça ressemble plutôt à ça. Alors que bien sûr, pour monsieur ou madame tout le monde, chez nous, c'est plutôt ça. Hein, la grippe. Voilà. Donc, bien entendu, conseil à ne pas suivre quand on sait que la grippe continue à tuer du monde chaque année. Et puis, on va quand même parler de l'Happy Birthday de notre Queen voisine, la reine Elisabeth, qui vient de fêter ses 91 bougies. Donc, on connaît la reine pour ses tenues hautes en couleur. Mais dimanche, on a pu la découvrir sur Instagram dans des tenues assez surprenantes. On a pu la voir en disco Gucci, en cape rouge Saint-Laurent. Donc, bien entendu, ce sont des montages. Et c'est Rihanna, en fait, qui a fait ces montages et qui a publié ça sur son compte, en placardant la tête de la souveraine sur son corps. Voilà. Donc, chez les internautes de clans, ceux qui ont été bien sûr outrés et ceux qui ont vu ça comme un humour hommage. Un humour Rihanna. Ouais. Rihannesque. Ouais, Rihannesque. Pardon Fred, j'adore les actus people, mais tu n'as rien trouvé qui colle au thème de la spiritualité? Dis donc, Spiri, c'était une réplique que j'avais prévue pour Jones. Excusez-moi, maître, mais ça faisait longtemps que je rêvais d'avoir une relance à faire dans l'émission. Ok, merci Cyril du cadeau, parce que Actu People et spiritualité, tu imagines bien sûr que quand tu tapes ça sur Google, t'as pas tellement de résultats. Donc sachant quand même pour ta gouverne que ces 15 derniers jours, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Maître Gims qui s'est un petit peu fâché, qui a annulé sa participation à un festival, tout simplement parce que les organisateurs lui ont refusé son trajet en jet privé. Ah oui, oui c'est normal. Hein. On peut le comprendre. Pratt, encore un beau gosse, lui, il a inauguré son étoile là, sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood. Et il se confie d'ailleurs qu'à l'époque où il pesait 136 kilos, qu'il était tellement gros qu'il pouvait difficilement avoir une érection. Il n'avait quasi aucune libido. Par contre, sa femme, donc, elle dit qu'elle aimerait bien qu'il regrossisse un peu parce qu'elle n'en peut plus.
Dans les actus, dans les brefs, qu'est-ce qu'on a? Le sex symbol Jim Carrey, là, en a pris un petit coup. Hein. Il nous a publié un cliché pour Pâques. Voilà. Bon, comment faire une chronique People sans parler de Nabila? Ben oui, là, c'est son mec, Thomas Vergara, qui la compare au vendeur de Foot Locker. D'ailleurs, vous savez que Nabila vient enfin d'ouvrir son site, bynabila.com, où vous pouvez retrouver ses coups de cœur et ses aventures mode. Voilà. C'est beau. Un mannequin maintenant, Lorraine Wasser, voilà, qui continue son combat car il y a encore des morts ou des blessés graves. Vous connaissez l'histoire de cette jeune fille ou pas? Non. Non. Elle a dû être amputée d'une jambe à cause du SST, le syndrome du choc toxique, qui a été causé chez elle par l'utilisation de tampons hygiéniques. Alors ça peut faire sourire, mais il y a encore ah oui, j'ai entendu ça. J'ai entendu ça. À cause de ça. Voilà. D'ailleurs, il y a un reportage en ce moment qui tourne sur le web et qui, bon, nous on n'utilise pas trop, hein, mais c'est vrai qu'il donne. En fait, il y a tellement de produits, de saloperies dans à l'intérieur de ces. Notre Fabrice Lucchini qui se retrouve en chronique People, ben oui, parce qu'on le sait amoureux inconditionnel de grande littérature, mais fini Balzac, Proust ou Flaubert, il avoue regarder l'émission Les Marseillais. Oh mince. Eh oui. L'acteur voit ça comme une immense révélation sociologique. Ils sont dans une villa avec les nanas en short et des seins comme des obus, des gars tatoués. Ils ont des problèmes que je n'ai encore pas compris, comme coucher ou ne pas coucher. L'humanité qui se révèle, explique-t-il. Donc tu vois, Cyril, c'est pas facile de faire dans la spiritualité, pardon. Cette semaine, je vous ai quand même dégoté une petite actu liée à la spiritualité. Vous vous rappelez peut-être de Gym Tonic. Oui. Hein, on regarde un petit extrait. Oui, je me rappelle on se rappelle essentiellement de ça en fait. Ouais. Parce qu'à l'époque, pour les années 80, c'était donc là j'ai flouté parce que on était sûr. Sinon sur Facebook, on se fait encore donc jeter. Voilà, hein. donc c'était quand même très osé pour l'époque. D'ailleurs, Chris me confiait tout à l'heure que lui ne ratait jamais aucun générique. Hein, voilà. Oui. Il ne regardait pas l'émission, mais il regardait les génériques. Voilà. Donc pour en revenir à nos moutons, c'est la brune du duo qui s'est confiée sur son changement radical de vie. Fini les toutou YouTube, place au home. Et oui, Davina est passée des douches de gym tonic à la vie austère d'un monastère bouddhiste. Elle a tiré un trait sur tout ce qu'elle avait. Hein. Ses journées sont maintenant rythmées par la prière, la méditation et la récolte de fonds pour venir en aide à un petit village du Tibet. C'est beau. Ouais. Voilà les noobs, c'était les potins de ces 15 derniers jours. Et on applaudit Fred. Merci, monsieur Fred. Alors, je me retourne vers monsieur Vroom. Alors, est-ce qu'il y a un cadreur? Là, voilà. Vroom, est-ce que tu veux prendre la parole? Alors, attends. Donc, on a plusieurs questions pour John, mais comme l'émission est un peu longue. La question principale que me demande une personne, c'est quelle a été la personne avec qui vous avez joué, qui vous a le plus marqué? Alors, ça, c'est une question, il faut prendre le temps de répondre. Oui, la personnalité, c'est difficile parce qu'il y a plus qu'une. Ouais. Miles Davis, d'abord. Paco de Lucia. Je dirais de faire le jam avec Jimi Hendrix. C'était évidemment incroyable. Quelque chose. Il y a un son qui tourne, je dis pour les internautes. Je sais que John, tu n'aimes pas trop parce qu'il y a un enregistrement de 30 minutes et je sais que tu n'étais pas super en forme. Mais ceci dit, je l'ai écouté. Quoi? Non, vous étiez un petit peu. Vous avez joué pendant 6 heures. C'est ça, tu m'as dit. Quoi? Non, c'était pas en forme. Je suis toujours en forme. Non, et c'est vrai que tu n'aimes pas. Mais il y a quelque chose qui tourne et je vous conseille d'écouter. C'est quand même incroyable. C'était un contexte en audio. Oui. Très difficile. Oui. Difficile. Mais peu importe. C'est pas ça la question. Non. Mais c'était l'impact que les personnages ont eu sur moi. Oui, bien sûr. Ça, c'est toi. Et je dirais aussi quand même la grande Ravi Shankar, avec laquelle j'ai eu la chance de faire les études de la musique indienne. Oui. Donc, il y a au moins 4. Mais
Non, mais qui vous ont marqué. Pas En ordre chronologique ou préférentiel. Alors, tu prends comme tu veux. D'accord. Et la deuxième question, Alors. c'est quelque chose qui nous a étonné, et bon, c'est un peu revenu, c'est vous êtes venu sans guitare. Comment? Vous êtes venu ce soir sans guitare. Eh oui. Et c'est quelque chose, voilà, ça a étonné. Parce qu'on voulait parler, Voilà. enfin, le but c'était aussi de parler de ton parcours spirituel. Je sais que le mot n'est pas approprié, et c'était aussi pour parler de ton parcours, parce que c'est un parcours incroyable. Donc c'était pas Oui. pour venir faire de la musique, Mais c'est c'était vrai. vraiment pour discuter, et on voit le parcours. Non, j'ai eu énormément de chance. Énormément de chance d'être aux bonnes places au bon moment. C'est quand même... C'est bien au-delà de ma compréhension. C'est la chance, c'est le karma, c'est le destin. Mais c'est que des mots, n'est-ce pas? C'est la classe. C'est que des mots. C'est la classe, comme vous jouez aussi, c'est quand même... Oui, non, mais quand monstrueux. même. Non, Ah mais oui. enfin, pour moi, moi je suis le plus chanceux de tout le monde. Alors, nous, on a. Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver sur le site de johnmclaughlin.com, vous verrez toute sa discographie. Il y a quasiment une 50aine d'albums avec les DVD, notamment des DVD d'apprentissage de l'improvisation, du rythme justement d'Inde, qui est incroyable, qui se vend déjà toujours très bien. Donc non, c'est vrai que, en tout cas, je vous conseille d'aller sur le site et vous tapez John McLaughlin sur YouTube et vous verrez des heures et des heures de concerts, tous plus incroyables les uns que les autres. Tous piratés. Tous piratés. Donc c'est pour ça qu'on passe d'abord par johnmclaughlin.com. Vous atterrirez sur mediastars.com, sur le site de vente de John, et ensuite vous irez voir. Trop gentil. Et vous irez voir évidemment sur YouTube s'il vous reste encore un peu de temps. Avant de lancer le jingle de fin de l'émission, il y avait deux fans qui t'ont posté des petites vidéos qu'on va voir ensemble. Your life and work have been absolutely essential to my development as a musician and a human being. Thank you, John. On l'applaudit. Et là, ça va être en italien maintenant. Grazie di cuore per la tua musica, Mahavishnu, dal 1971 sempre con me, da Roma. Et voilà. Donc on peut les applaudir. Hein. Ils ont fait l'effort d'envoyer des vidéos spécialement pour l'émission. Est-ce que John, tu veux rajouter quelque chose, justement, peut-être sur la tournée qui va débuter aussi avec Jimmy au mois d'octobre, je crois? Octobre-novembre. Ouais. Aux États-Unis? Oui, je fais quand même... Non, parce que j'ai passé 14 ans de ma vie en Amérique. Et Amérique m'a accueilli d'une manière absolument royale. Dès le début, dès 69, c'était incroyable. Et avec Miles Davis, Tony Williams, tous les gens dont je parlais tout à l'heure. Mais quand j'ai formé le groupe Mahavishnu Orchestra, c'était un phénomène absolument inattendu dans le sens que c'était accueilli avec un enthousiasme absolument incroyable, hors commun. J'étais vraiment choqué à la manière dont ça a été accueilli. Et depuis, ça fait quand même 40 quelques années, il y a toujours des jeunes. Les gens qui m'écrivent et il y a toujours les qui demandent est-ce que tu vas quand même faire un peu de Mahavishnu quand même Tu en as fait de temps en temps. Donc, je fais en fait une tournée d'adieu aux États-Unis, mais pour les remercier parce que j'ai une dette absolument impayable à l'Amérique. C'est vrai, parce que qu'est-ce qu'ils m'ont donné? Oui. Je vais faire une tournée avec la musique de Mahavishnu pour faire mes adieux. Donc, c'est pour les remercier avec cette musique qui est tellement proche à eux. Et évidemment, ça fait partie de ma vie personnelle. De la vie de beaucoup de gens, hein, de toute façon. Hein. Musicale et spirituelle, si tu veux. Alors, je crois que depuis hier, justement, il y a des dates sur la page Facebook, on peut voir. Il y a des dates de concerts qui commencent à être ouvertes. Alors, évidemment, il faut aller vite. Juste ajouter, parce que j'ai fait avec un autre groupe. Dans les années 70, je faisais les tournées aux États-Unis avec le grand guitariste Jeff Beck, qui est l'un de mes préférés dans le monde. Jeff, c'est le guitariste pour moi. Et puis, qui dit la même chose de toi, d'ailleurs. Hein.
qui dit la même chose de toi. Oui, oui, on se paye. Oui, oui, oui. Mais dans les tournées, les concerts, se suivaient donc un groupe jouait, un deuxième groupe jouait, et à la fin, le grand jam session avec tout le monde. 2 bassistes, 2 batteurs, 2 claviers, 2 guitaristes. C'était des quartets. Donc, j'ai fait ça aussi dans cette tournée, mais pas avec Jeff, que j'ai vu derrière il n'y a pas longtemps. Mais lui, il a ses projets. J'ai invité un jeune guitariste, jeune. Il a 50 ans, il est jeune. Jimmy Herring, qui est un guitariste américain, inconnu complètement en Europe, mais qui est vraiment formidable. C'est incroyable. En plus, c'est l'un des plus grands fans de la musique de Mahavishnu. D'ailleurs, il a fait un enregistrement d'une de mes compositions. En plus, il a joué un solo. Je l'ai entendu. Je dis, mais pourquoi j'ai pas joué ça comme ça? C'était trop beau. C'était phénoménal. Il jouait qu'une Fender, j'ai vu. Ouais, absolument ça sonne, extraordinaire. Donc lui, il est fou de joie de faire cette combinaison. On va faire exactement la même chose. 7, 45 minutes. Dans Force Dimension, son groupe. On va faire les, jam session. Les 2 groupes. C'est la pêche. Super. On applaudit John McLaughlin, s'il vous plaît, un peu plus fort là. Hein. L'émission touche à sa fin. Je tiens à remercier évidemment, comme toujours, les Girls et le CC du Movie Bar Club du Cap Cinéma de Cannes-sur-Mer. On remercie notre partenaire Philippe de Nouvelle Vague. Un énorme merci à Ina qui est là. Et à John, évidemment. Merci encore, John, d'être venu nous voir. J'espère que, comme pour chaque épisode, vous aurez appris tout plein de choses. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver l'ensemble des chroniques sur notre site www.noobs.tv. On se retrouve ici même le 10 mai pour la prochaine émission avec Kev Critique, un YouTuber connu de Frédéric. Toute l'équipe de Noobs se joint à moi pour vous dire à bientôt les Noobs. Bye bye, merci John, à bientôt, ciao ciao. Et on termine avec John. C'était un concert avec Santana. On l'applaudit. Merci, à bientôt. Au mercredi 10 mai. Noobs Live.